petit peu que les personnes continuent d'arriver. Merci de votre présence. On s'était dit, là il est 9h35, on va encore attendre quelques minutes. Donc là effectivement il y a eu des questions, c'était normal que vous n'ayez pas le son, puisqu'effectivement la réunion était en attente. Voilà, il est 9h35, on vous propose de commencer 9h34. On attaque, on va dire, à 35-36. Effectivement, on a 32 participants. Donc, du coup, j'espère que vous entendez bien. Là, le nombre de participants semble assez stable, donc à la limite, on va commencer à 34, on commence à 35. Julien, c'est bon? On attaque à 35? Allez. Alors, 35 de ma montre, hein. Ça y est, c'est 35. Bah, écoutez, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je suis donc Thierry Bourne, responsable de l'appui réglementaire au niveau de la CCI l'Ardèche. Au nom des élus de la CCI l'Ardèche et de la Drôme et des techniciens également, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième réunion d'information. Je remercie chaleureusement les équipes de la CPAM, Ardèche et Drôme, la CARSAT également, et les équipes techniques des deux chambres de commerce qui ont permis cette réunion possible. Par cette réunion, nous sommes heureux de poursuivre un partenariat, en fait, la CCI avec la CPM et la CARSAT, un partenariat qui date depuis 2015 et qui a fait toutes ses preuves. Nous essayons d'organiser entre une ou deux réunions techniques par an, avec toujours une actualité qui est toujours assez chargée, particulièrement cette année. Un grand merci à l'origine à Marie-Françoise Lanotte et à Paul Gagnard de la CPM Ardèche, qui avait rendu ces réunions possibles. Et aujourd'hui, je remercie vraiment l'ensemble des intervenants, puisque c'est une belle unanimité Drôme-Ardèche, et également avec la présence de Julien pour la CARSAT Rhône-Alpes. Je ne vais pas être plus long, simplement je vais laisser la parole tout à l'heure à Julien Husson, qui est délégué régional de l'entreprise de la CARSAT, qui vous fera une introduction un petit peu plus contextuelle. Juste en termes techniques, on a fait le choix pour les participants, je remercie encore de leur présence, de couper les micros. Par contre, vraiment, ce qui était important, on a cœur de vous apporter les réponses, donc n'hésitez pas d'utiliser le chat en bas à droite de votre écran pour poser vos questions. Les questions sont synthétisées au fur et à mesure de l'exposé et on y répond après chaque intervention. Donc, il y aura 3 interventions entre 10 minutes et 20 minutes. Pour le cas où vous n'auriez pas la réponse immédiatement, on s'engage naturellement à vous apporter la réponse lors de l'envoi du PowerPoint. On vous donnera un lien de téléchargement à l'issue de la réunion, où on aura capitalisé aussi les questions-réponses de la première réunion, qui a eu lieu le 21 janvier, et qui a bien fonctionné aussi. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne réunion. Encore merci pour votre présence et puis votre fidélité depuis tant d'années. Puis également un petit mot de compassion par rapport aux événements qui ont touché malheureusement une entreprise ardéchoise et nos collègues de Pôle emploi la semaine dernière. Voilà, je vous souhaite une très bonne réunion, je vous dis à tout à l'heure. Et Julien, je te laisse la parole. Alors, il faut peut-être que je te donne le rôle d'animateur, donner le rôle d'animateur, voilà. Julien, c'est à toi. Normalement, c'est tout bon. Merci Thierry. Et bonjour à tous. Et puis merci à tous de votre participation, plutôt nombreuse. C'est toujours un plaisir de voir que vous êtes réactifs sur des sujets qui viennent impacter un petit peu le quotidien de votre entreprise et sur lesquels on espère vous apporter des éclaircissements et des réponses, bien évidemment. C'est le but de ces réunions. J'en profite bien évidemment à mon tour pour remercier Thierry de la CCI de l'Ardèche. Et puis je crois que même si c'est pas coutume, et je crois qu'on n'a même pas le droit de le faire, mais moi je le fais. On est le 5 février, mais je vous souhaite quand même à tous une bonne année et une bonne santé et tout ce qu'on peut souhaiter de meilleur à tout le monde. Voilà, donc Thierry m'a présenté tout à l'heure. Je suis Monsieur Husson, je suis délégué à la relation employeur à la CARSAT Rhône-Alpes. Je remercie bien évidemment à mon tour les élus des équipes de la CCI de l'Ardèche et de la Drôme qui ont permis d'organiser ce webinaire et avec lesquels on travaille en partenariat et sur lesquels on avance sur des problématiques concrètes et on essaye vraiment de se rapprocher de vous. Je remercie évidemment mes collègues ici présents des caisses primaires qui vont se présenter tout à l'heure, et Marie-Françoise Lanotte,
et Madame Lem Julie. Je termine mon introduction pour vous présenter justement le dispositif qu'on met en place depuis environ un an, qui constitue vraiment un axe essentiel de la communication auprès des employeurs. Pour faire très simple, on se rapproche de l'ensemble de nos collègues qui gravitent autour de la sphère de la sécurité sociale, on va dire ça comme ça, et plus particulièrement un binôme entre les CARSAT et les caisses primaires sur le plan régional. L'objectif, si vous voulez, c'est de vous transmettre et de vous offrir une meilleure visibilité sur des actions qui sont menées par nos services et d'assurer une transversalité optimum de l'information entre vous et nos organismes en organisant ce type de réunions comme ce matin et vous apporter des réponses concrètes parce qu'on sait que vous en avez besoin. Voilà, je vais te rendre la main Thierry. Alors du coup, que je me rappelle comment on rend le rôle d'animateur. Non, tu l'as déjà, je crois, Thierry. C'est les aléas du direct, vous inquiétez pas. Tout va reprendre. Les diapos ont tourné. Superbe. Merci Thierry. Bonjour, Marie-Lise Lachère, en charge de la collecte du 13% de taxe d'apprentissage à la CCI de l'Ardèche. Donc, la taxe d'apprentissage, c'est un impôt dû par les entreprises. Elle est dédiée au financement de l'apprentissage et de l'enseignement technique et professionnel. La loi de 2018 du 5 septembre pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme en profondeur le système de financement de la formation professionnelle, en particulier ce qui est lié à l'apprentissage, au financement des CFA. Les entreprises qui sont exonérées de la taxe d'apprentissage sont les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs, de sociétés civiles agricoles, bénéficiant eux-mêmes de l'exonération, les personnes morales ayant pour objet exclusif l'enseignement, les sociétés civiles de moyens sous certaines conditions lorsqu'elles ont une activité non commerciale. Également, donc, les employeurs dont la masse salariale n'excède pas pour 2020, 6 fois le plafond annuel, c'est-à-dire 110 838, et qui emploient donc un ou des apprentis au cours de l'année 2020. Donc la taxe d'apprentissage maintenant est répartie en deux versements. Un versement à hauteur de 87% auprès des OPCO. Donc ce versement se calcule provisoirement, on va dire, sur la masse salariale 2020, avec ensuite une régularisation pour les entreprises de plus de 11 salariés et sur la masse salariale 2020 pour les entreprises de moins de 11. Ensuite, vous avez la partie 13% que l'on appelle solde de la taxe d'apprentissage, qui est toujours calculée sur le N-1 parce qu'il ne peut pas y avoir de régularisation du fait que les entreprises doivent payer ce 13% à des écoles ou établissements habilités sur les listes préfectorales qui sont en train de terminer d'être éditées. Donc, un petit calendrier des versements, parce que c'est assez compliqué au niveau de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance. Donc, pour les entreprises de moins de 11, au 28 février, donc, il y a le versement à faire aux OPCO sur la masse salariale 2020, donc la contribution formation, le 1% CDD, et donc le fameux calcul de 87% du montant de la taxe d'apprentissage qui doit être collecté par les OPCO pour financer les CFA. Ensuite, au 31 mai prochain, il y a le versement libératoire des entreprises, ce qui est nouveau depuis l'année dernière, qui doit se faire directement auprès des écoles et établissements habilités. C'est le fameux 13% solde de taxe d'apprentissage. Ensuite arrive au 15 septembre 2021 un premier versement d'acompte 2021 calculé sur la masse salariale 2020 de la contribution unique à la formation. Alors ça, c'est nouveau, ils n'en avaient pas trop parlé jusqu'à cette année,
Mais voilà, on commence à faire rentrer les entreprises de moins de 11 en versement, donc en année N, donc d'où le premier acompte de 40% au 15 septembre 2021. Ensuite, donc les entreprises donc, de plus de 11 qui sont déjà passées en année N, donc l'année dernière, par le paiement donc, des acomptes. Au 28 février, pareil, paiement aux OPCO, donc du solde donc 2020, puisque 2 acomptes ont été payés en 2020, 38% début 2020 et non pardon, 60% début 2020 et 38% au mois de septembre 2020. Donc il reste un solde. Alors il se peut que le solde soit négatif. C'était une question qui nous avait été posée précédemment. À ce moment-là, en fait, apparemment, réponse du moins d'un OPCO qui dit que la demande de remboursement pourra être faite pour si toutefois l'entreprise avait trop payé. Donc également le 1% CDD donc 2020 et le premier acompte 2021 calculé provisoirement sur la masse salariale 2020. Au 31 mai 2021, tout comme les entreprises de moins de 11, le versement libératoire sur la masse salariale 2020 du fameux 13% solde taxe d'apprentissage. Ensuite, au 15 septembre 2021, il y a le versement du deuxième acompte, donc de 38% comme l'année dernière, de la CUFPA 2021. Donc là, vous voyez un petit peu le changement qui s'est opéré donc, depuis la collecte donc, 2019. Donc, auparavant, donc, nous payons une contribution qui partait donc, aux régions, au financement des CFA et aux écoles sur N-1. Et là, on voit bien qu'en 2021, en fait, eh bien, on est sur le versement d'une contribution en année N. Donc, les types de versement du 13% à destination des établissements habilités, le 13%. Donc, c'est un versement direct de l'entreprise auprès donc des écoles. Vous pouvez vérifier sur les listes préfectorales les habilitations. Ou éventuellement, je suis à votre disposition pour vérifier ces habilitations parce qu'il faut surtout faire attention de bien verser aux écoles qui sont habilitées. Sinon, vous n'aurez pas de reçu libératoire et en cas de contrôle donc, de la part des impôts, vous n'aurez pas de justificatif et vous serez donc quand même redevable de cette contribution. Donc, d'où l'obligation de fournir de la part des écoles et services donc d'orientation le fameux reçu libératoire. Donc, admises les dépenses donc admises en déduction donc du solde de la taxe d'apprentissage. Donc, une entreprise peut choisir de verser le 13% sous forme donc de don en nature auprès d'un CFA. Donc, c'est le seul moyen pour une entreprise de verser directement auprès d'un CFA. Maintenant, ils ne peuvent plus. Seul le don en nature est possible. Les frais de stage, ah oui aussi, pardon, excusez-moi, les frais de stage qui étaient déductibles de la taxe d'apprentissage, donc ne le sont plus depuis la réforme en fait. Donc la CCI, nous sommes également donc organisateurs des mini-stages découvertes, c'est-à-dire que les jeunes peuvent faire des mini-stages pendant les vacances scolaires. Et là, comme c'est pendant les vacances scolaires, il doit y avoir une convention qui ne peut pas être établie par l'établissement scolaire, mais donc par moi-même à la CCI de l'Ardèche. Donc ces stages se déroulent donc pendant les vacances de 1 à 5 jours pour la découverte de 1 ou 2 métiers dans une même entreprise ou alors plusieurs métiers dans plusieurs entreprises. Voilà. Du coup, je passe la parole. Voilà, je clique juste dans mon nom. Voilà, attends, mes participants. Voilà, ouvre les participants. Clique deux fois. On clique. Voilà, et je dois apparaître en principe. On descend. Je vais ouvrir le petit ascenseur. Voilà, clique dans mon nom.
droit. Clic droit. Non. Attends, je vais savoir si je peux reprendre la main. Vous cherchez à donner la parole à qui? Laurent, je ne sais pas si tu m'entends. Je ne suis pas sûr de pouvoir arriver, de reprendre le rôle animateur. Tu veux prendre le relais? D'accord. Attends. C'est bon. Donner le rôle d'animateur. Alors. Attends, donc donner le rôle d'animateur. Non. Thierry, tu l'as donné à qui? Je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je ne suis pas sûr d'avoir le rôle d'animateur. Oui, je vais venir sur ton PC. Désolé, je vais partir des alertes du direct. Thierry, tu l'entends? Alors, comme ça. Voilà. Merci. Merci Marilyn. Alors, juste quelques minutes pour vous parler donc des aides Covid. Hein. Je pense que effectivement, vous êtes au courant de ces différentes aides. Après, nous, si vous voulez, au niveau de la CCI, hein, qu'elle soit Drôme, Ardèche, donc il existe dans chacune des CCI une cellule de renseignement sur les aides Covid. Et on fait parfois le constat que ces aides ne sont pas demandées. Alors on voit que quand même l'administration sur cette deuxième vague a réellement fait les choses comme il faut, puisque très souvent vous êtes informés en direct par les administrations, mais c'est pas complètement systématique et on a quelques cas qui nous parviennent de personnes qui n'ont pas demandé effectivement ces aides. Pareil sur le PGE, hein, il y a toujours des grands débats, faut-il le demander, pas le demander. Après, bien sûr, c'est à voir avec votre expert comptable et avec la banque, mais nous, on a tendance à penser que c'est quand même bien de le demander parce que on craint que un jour, il y ait deux catégories d'entreprises, des entreprises qui ont demandé le PGE, qui éventuellement sont repérées comme étant en difficulté, et les autres qui n'auraient pas demandé, qui pourraient être synonymes des fois d'entreprises en bonne santé et devant être moins aidées. Donc vraiment une grande prudence et nous on incite bien sûr à vous orienter vers vos conseils pour voir s'il faut ou non faire le PGE. Voilà. Alors, on a mis en place également sur nos sites internet effectivement de l'information qui est mise à jour quotidiennement. Je profite de cette réunion pour vous parler d'un dispositif qui est vraiment trop souvent méconnu. Très souvent, les entreprises, lorsqu'elles ont des difficultés à régler leur contribution essentiellement fiscale d'ailleurs, elles vont se diriger uniquement sur leur centre des impôts local. Et malheureusement, c'est vraiment un constat que je fais depuis, pas dire des dizaines d'années, mais depuis une dizaine d'années. Il existe à Privas, pour l'Ardèche, et bien sûr il y a le pendant pour la Drôme, la commission des chefs des services fiscaux, qui elle a la possibilité, j'aurais envie de dire, pas de passer au-dessus, mais de concerter les responsables des impôts locaux pour réellement donner plus de délais. Et il faut savoir également que la commission des chefs des services fiscaux va pouvoir agir sur les impôts personnels des dirigeants, les impôts bien sûr professionnels de l'entreprise, mais également les cotisations sociales, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc réellement, c'est une commission qui réunit l'ensemble des services et qui a la possibilité d'accorder des délais, j'ai envie de dire, bien supérieurs au centre des impôts local. Voilà, donc vous pouvez contacter, je mettrai bien sûr le contact de la Drôme, mais nous, on a des contacts fréquents avec Madame Roger, c'est quelqu'un qui, je ne vais pas dire en demande de dossier, mais pas loin. Donc n'hésitez vraiment pas à l'appeler pour voir si elle peut vous apporter le cas échéant des délais qui peuvent réellement apporter beaucoup à l'entreprise en termes de trésorerie. Sachez également que la CCI Ardèche a une cellule de prévention qui est composée donc d'un ancien juge du tribunal de commerce, un ancien expert comptable et un ancien banquier, qui peut aussi une réunion entre vous. Hein, nous n'y sommes pas, hein, pour justement de laisser la parole libre. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement gratuit. Vous pouvez également la saisir. Le tribunal de commerce a également des procédures, on va dire, qui ne sont pas contentieuses de médiation, qui peuvent être aussi intéressantes. Par exemple, par rapport à un propriétaire, par rapport à un fournisseur qui peut réellement essayer de dégager une médiation. Il y a aussi un service de médiation de l'État, mais sachez que ça existe également localement. Vous signalez également que les chambres de commerce sont aussi là pour écouter, pour éventuellement faire remonter ce qu'on appelle un petit peu les trappes à aides ou les zones blanches pour les aides, pour essayer justement de faire remonter ça au niveau de la préfecture, des pouvoirs publics. Il y a quand même une belle écoute. Et là, il y a 2 dossiers qui sont en cours. Hein. C'est notamment sur le fait que les entreprises du BTP n'avaient plus de restaurants
pour effectivement entre les deux pour se restaurer. Et là, je crois que sur l'Ardèche, prochainement, on va réouvrir 5 ou 6 restaurants. C'est un début, justement pour réserver ça aux entrepreneurs, enfin, aux salariés du BTP. Voilà. Donc sur des dossiers, effectivement, on a la possibilité de porter la voix des entreprises et de faire avancer les dispositifs. Voilà. Donc vous avez des contacts qui vous sont donnés, donc dans chacune des CCI, vous avez un ou plusieurs contacts dédiés au traitement des aides sur le Covid. Voilà, donc n'hésitez pas à venir auprès de nous. Un autre point également sur un sujet qui nous tient à cœur, c'est le plan de relance. Je vous ai mis à côté le petit calendrier des appels à projets, qui est déjà un calendrier un peu ancien, il y en a d'autres qui sont rajoutés. Tout ça pour vous montrer que le plan de relance, ce n'est pas que pour les autres. Il faut impérativement, vous, à vos niveaux, donc se renseigner sur éventuellement ce à quoi vous pouvez prétendre. Alors, il y a beaucoup de mesures, vous avez le lien direct sur la brochure. Il y a des mesures sociales, il y a aussi de rappels de dispositifs existants, tels que la méthode de recrutement par simulation de Pôle emploi, qui sont toujours intéressantes. Également, la facilitation du prêt de main-d'œuvre, qui peut réellement être des fois une solution, si vous voulez, pour alléger un peu la partie chômage partiel. Vous prêtez de manière tout à fait légale un salarié à une autre entreprise, ou à l'inverse, bénéficier d'un salarié d'une autre entreprise. C'était, on va dire, strictement interdit il y a quelques années. Et heureusement, maintenant, c'est devenu possible. Il y a une convention type à établir. C'est un modèle d'ailleurs de la directe, de l'inspection du travail, j'ai envie de vous dire, qui est facile à compléter. Donc, c'est des dispositifs intéressants. Donc, le message de la CCI, c'est le plan de relance. Ça peut vous concerner. Ne laissez pas les autres en profiter. Il y a eu des très, très beaux dossiers en Ardèche, que ce soit des entreprises de grande taille ou de taille intermédiaire, avec des fois des financements qui ont pu aller, mais c'est exceptionnel, je vous fais un petit peu l'article, qui ont pu aller jusqu'à 80%. C'est malheureusement pas la généralité des subventions, mais enfin quand même. Donc là aussi, vous avez l'ensemble des contacts pour l'Ardèche et la Drôme pour vous renseigner sur ce plan de relance. Voilà. Vous pouvez aussi télécharger le document sur le lien que je vous ai donné. Ils sont mis à jour assez quotidiennement et il y a des déclinaisons de plus en plus régionales. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur la partie plan de relance. Juste également une petite information, donc la CCI l'Ardèche est en train de lancer donc une offre ressources humaines avec un petit diagnostic, un autodiagnostic ressources humaines gratuit qui sera mis en ligne sur le site internet et qui vous donne la possibilité qu'on en rediscute après. Je crois y avoir corrigé la faute d'ailleurs, c'est pas grave. Également, sachez que nous organisons le 4 mars le premier atelier RH en visioconférence, donc animé par Catherine Jodard d'un cabinet d'optique RH de Saint-Étienne, avec l'aimable participation de Madame Charrer de l'APEC d'Ardèche sur, on va dire, le management à l'épreuve du Covid. Voilà. Donc ce sera sur le même principe, ce sont des visioconférences d'environ 2 heures. Donc vous recevrez, je vous mettrai le lien pour si vous souhaitez y participer, et bien sûr ce serait un grand plaisir. Je vous signale également que la CCI l'Ardèche, nous sommes dotés d'un logiciel de multidiffusion des offres pour les alternants. C'est-à-dire que si vous avez une offre d'emploi pour un alternant, c'est dans le cadre effectivement de nos activités du point A, on a la possibilité de la multidiffuser en un seul clic, j'ai envie de vous dire, sur beaucoup de sites, ce qui permet de faire un peu de la notoriété sur votre annonce. Donc en gros, vous m'envoyez une annonce par Word et on la pousse sur plusieurs sites et au bout d'un certain temps, je vous envoie en masse l'ensemble des candidatures reçues. Tout ça pour prolonger éventuellement vos propres initiatives de déposer des offres d'emploi dans les CFA ou par d'autres moyens. Donc ça, c'est un service que l'on vous propose également à partir de cette année et qui est totalement gratuit. Voilà. Déjà, j'en ai fini sur la présentation pour ce que nous voulions vous dire au niveau de la CCI. Je suis ouvert aux questions-réponses. Je vois qu'il y en a eu quelques-unes. Marilyn, je ne sais pas si tu les vois. Alors, je te rends ton PC du coup. J'espère que Laurent est avec nous pour la Drôme pour essayer de rétablir le prochain passage de relais. Je rends le PC à Marilyn. Désolé du processus, mais ça fonctionne. Alors, Marilyn, avoir des précisions sur le report de la date du 28 février. Non, je vais te répéter la question pour que. Elle est où la question? Donc là, tu vas aller dans le chat, là, ici. Alors non, nous n'avons évidemment pas de précision sur le report de date, mais
On pense que ça risque de faire comme l'année dernière, c'est-à-dire que les reports de date paraissent par décret, mais uniquement lorsqu'on atteindra la date limite. Deuxième question. Donc voilà, date de délai de paiement auprès des OPCO. Donc on retrouve la première question. Hein, donc c'est je pense que on va attendre que les textes paraissent en fait. Ce qu'on pourra faire, c'est en temps réel, dès qu'on a l'info, c'est la pousser sur votre adresse mail, en fait. Hein. Oui, de toute façon, la communication, oui, sera faite comme on avait fait l'année dernière, au fur et à mesure qu'il y avait donc des reports d'échéance. Après, il y a une question pour toi. Alors, pour la Drôme, donc, alors je reprends. Le diagramme. Je suis désolé du process. Alors, pour la Drôme, à l'instant, je ne sais pas. Bien sûr, je m'engage à vous répondre. Je sais que, entre guillemets, mon homologue, c'est Madame Luciardi, Nathalie. Donc, je vous répondrai sur le PowerPoint et puis je vous ferai un petit mail directement. Je pense qu'ils ont de toute façon un diagnostic, qui est peut-être pas en ligne, si vous voulez, mais ils ont effectivement, pour en avoir parlé avec le collègue de la formation, avec la formation, pardon, ils ont également un diag-RH, d'accord? Donc, je vous mettrai en rapport, je vais y arriver, je vous mettrai en contact avec Madame Luciardi. Pareil pour le contact, voilà, j'imagine que c'est la même question de Madame Dourbin. Alors oui, tout à fait, vous aurez le PowerPoint en mail avec l'ensemble des questions-réponses de la première réunion et de celle-ci. Ça sera pas ce soir parce qu'on rassemble l'ensemble des questions, on revoit un petit peu tout ça, on harmonise les réponses. C'est dans le courant de la semaine prochaine. Donc ce sera un lien de téléchargement où effectivement vous aurez aussi les réponses qui ont été apportées, qui sont pas tout à fait d'ailleurs, les questions n'étaient pas tout à fait la même que la semaine dernière. Voilà. Merci à vous pour vos questions. Voilà, on va essayer de laisser la parole, s'il n'y a plus de questions, bien entendu. On va essayer de donner la parole à Dorian. Alors, oui, on va voir Dorian. Dorian. Du coup, c'est pas comme ça. Merci Thierry pour la parole. Donc, bonjour à tous. Un peu dans la difficulté. Je ne sais Moi, pas je si m'appelle Laurent, tu nous entends. Donc, je suis conseiller en la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche. On va regarder ensemble donc, le premier sujet abordé, donc l'assurance maladie et le Covid, comprendre les dispositifs en place. Donc, l'isolement du salarié, donc, il répond à un besoin de protection pour lui et son entourage. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, il existe donc, 4 catégories donc, pour les personnes vulnérables. Les parents dont les enfants scolarisés sont sans école et ou à isoler. Les cas contacts, le patient zéro. Laurent, est-ce que tu nous entends? À ça, il faut s'ajouter le patient symptomatique. Oui, apparemment. Et c'est nous qui l'entendons. Donc, face au Covid, donc, le télétravail est la priorité. Donc, si le télétravail est impossible, donc, alors deux régimes cohabitent. Donc, dans un premier temps, vous avez la possibilité, donc, de par l'activité partielle, donc, pour les personnes vulnérables, d'être isolées de par la production d'une attestation d'isolement. Le courrier d'isolement également peut être transmis par le chef d'établissement lié aux enfants scolarisés dans la possibilité de suivre les cours. Donc ça, c'est la première partie. L'autre partie qui peut être également mise en place, c'est l'indemnisation de l'assurance maladie, une prise en charge et le complément de l'employeur. Donc pour le cas numéro 1, pour les patients symptomatiques en attente du résultat du test, pour les cas contacts ne pouvant pas être télétravaillés, cette attestation d'isolement se produit directement de par le site déclare.amélie.fr directement. Concernant le cas numéro 3, donc pour les patients zéro, donc dans l'incapacité de travail, l'attestation de salaire est transmise directement par la plateforme Contact Tracing. Donc, la nouveauté à compter donc, du 10 janvier 2021, donc, se situe au niveau de la prise en charge. Donc, il faut savoir que toutes les indemnités journalières donc, sont versées sans délai de carence et dès le premier jour. Aussi, pour tous les dispositifs qu'on a évoqués précédemment, c'est-à-dire qu'à partir du 10 janvier, tous les arrêts de travail liés à la Covid-19, la carence est neutralisée. Autre nouveauté qui vous concerne, vous, particulièrement en tant qu'employeur,
c'est le complément de salaire qui est à la charge de l'employeur sans condition d'ancienneté. Donc, le maintien de salaire est déterminant pour l'efficacité de l'isolement. L'assurance maladie fait une prise en charge immédiate pour tous. Le maintien de salaire par l'employeur évite la perte de revenus. L'isolement est sans conséquence pour le salarié. Donc, on va juste faire un petit focus sur la petite nouveauté, donc le patient symptomatique. Donc, le patient symptomatique, son état de santé révèle des symptômes type de la COVID-19, hein, donc ceux qu'on connaît actuellement, donc la toux, fièvre, courbature, fatigue, etc. Donc, si cette personne a des symptômes, il doit s'isoler. Donc, petit focus important, s'il est positif, il sera amené à identifier donc, les personnes avec qui il a eu des interactions dans le cadre d'un appel téléphonique. Et dans ce cas-là, le patient symptomatique qui est testé positif devient alors patient zéro. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un salarié ou vous, par exemple, qui présente des symptômes et qui ne peut pas télétravailler, alors il faut se rendre sur le déclare.amélie.fr. Donc, on vous a fait un petit focus en bas à droite sur le téléservice à utiliser. Donc, pour accéder donc, à l'isolement, si vous avez des symptômes de la Covid et que vous devez vous isoler. Donc, c'est juste indiqué, si vous ne pouvez pas télétravailler, vous pouvez bénéficier d'une prescription d'arrêt de travail dérogatoire pour la durée de l'isolement. Donc, c'est bien précisé quand vous rentrez sur le téléservice que c'est bien pour les personnes qui ont des symptômes et qui doivent s'isoler. Donc, au niveau de l'isolement, comment ça marche? On va regarder ensemble. Donc, ça se fait en deux étapes. Donc, l'isolement du patient symptomatique. Donc, à la première connexion, donc sur le téléservice déclare.amélie.fr, donc le salarié obtient un code confidentiel et un récépissé. Le salarié remet à son employeur le récépissé en isolement. Alors, juste, j'apporte un petit point de vigilance, puisque le récépissé, en aucun cas, ne suffit à lui seul pour une prise en charge de l'assurance maladie et du complément de l'employeur. Donc, comme indiqué ici, il faut bien que l'étape 2 obligatoire, il soit bien qu'elle soit complétée pour déclencher une prise en charge. Donc là, je vais faire un focus. Nous vous rappelons que cette demande ne vaut pas indemnisation automatique par l'assurance maladie. Si celle-ci est subordonnée, donc la première condition, c'est la réalisation effective d'un test, donc dans les 48 heures. Et la deuxième condition, c'est au fait que dès réception du test, vous complétiez donc la déclaration initiale via le même téléservice. Donc, en fait, vous validiez l'étape numéro 2. Donc, deux cas de figure peuvent s'opposer. Donc, dans un premier temps, donc, on a vu les étapes précédentes que votre salarié était directement sur le téléservice déclare.amélie.fr, donc avec la connexion, première connexion. Il vous a donné donc, le justificatif d'absence, donc le récépissé. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est important de bien garder le code, puisqu'en fait, le code que vous avez à la première connexion, il sera utile pour pouvoir valider la deuxième étape. Si jamais par la suite vous avez perdu le code ou votre salarié vous dit bah, j'ai perdu mon code, à ce moment-là, il faut bien contacter le 3646 afin de pouvoir vous délivrer un nouveau code. Donc, à la deuxième connexion, donc c'est l'étape numéro 2, donc elle est obligatoire avec le code pour télécharger l'attestation d'isolement. Donc, c'est ce document, donc ici qui est indiqué avec la pastille numéro 2, qui permet de justifier donc, le versement de l'indemnité journalière. Donc, sur ce document, on retrouve plusieurs informations et notamment le résultat du test, savoir si, là en l'occurrence pour l'exemple il est négatif. Et vous avez également ce qui est très important, la période du jour de l'isolement au jour du résultat, ce qui permet de pouvoir indemniser en fonction de la période de l'arrêt de travail. Donc l'attestation d'isolement est disponible immédiatement. Donc si le test est négatif, reprise de travail et fin d'indemnisation dès le lendemain. Donc ça, c'est le premier cas de figure où votre salarié donc, est testé négatif aux symptômes de la COVID-19. Donc le deuxième cas de figure qu'on rencontre, c'est dans le cas où votre salarié est testé positif. Donc l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2 donc, restent la même chose, donc il n'y a pas d'évolution au niveau de la déconnexion. Par contre, ce qui change, c'est là le cas numéro 3, où l'isolement est prolongé. Donc l'isolement peut être prolongé jusqu'à 7 jours supplémentaires, et l'isolement, il est prolongé par la plateforme Tracing Covid. Donc l'attestation d'isolement est transmise directement à votre salarié dans les meilleurs délais. Donc, une chose importante aussi de préciser, c'est qu'en cas de prolongation, le complément de salaire à charge de l'employeur est maintenu. Donc, on calcule le test est positif. Dans un premier temps, votre salarié est contacté directement par la plateforme Tracing Covid qui lui délivre l'attestation d'isolement de prolongation.
Donc, si vous voulez retrouver des informations liées à la Covid-19, donc suivre toutes les actualités, une seule adresse, rendez-vous sur amélie.fr/entreprise. Donc, après, à vous de préciser si vous êtes une entreprise drômoise ou une entreprise ardéchoise. Et là, vous pourrez vraiment voir toutes les actualités. Juste, j'apporte un petit point de vigilance. Aujourd'hui, on a pris le parti de vous présenter un petit peu les nouveautés, de vous dire un petit peu ce qu'on savait par rapport à cette pandémie. Mais ce qui est valable aujourd'hui, au 5 février, ne sera pas forcément valable dans les semaines qui arrivent, puisque, comme vous savez, la législation évolue énormément. Donc, c'est pour ça que on est prudent en disant qu'aujourd'hui, les informations transmises sont fiables. Voilà. Après, vraiment, de suivre les actualités, allez sur amélie.fr, consulter toutes les actualités. Donc, on va maintenant passer, donc, on a notre deuxième thème donc, concernant le DAE. Le DAE, c'est le nouveau téléservice de l'assurance maladie qui permet donc, le détachement à l'étranger des moins de 3 mois pour vos salariés. Donc, ce téléservice DAE est accessible directement depuis la page d'accueil Net Entreprise. Donc, vous avez pu voir ces dernières semaines qu'il y a eu une évolution au niveau de la page d'accueil, notamment au niveau de l'ergonomie, donc de la page Net Entreprise. Donc là, en haut à droite, vous avez la possibilité de vous connecter directement. Ensuite, vous avez les petites pastilles bleues où vous pouvez consulter votre tableau de bord, vous pouvez consulter votre pavé DSN, consulter toutes les actualités grâce au fil qui est ici. Ensuite, la petite nouveauté, c'est que vous pouvez faire une recherche en base de connaissances. Et enfin, le bandeau d'en bas où vous avez la possibilité de contacter la hotline Net Entreprise, de suivre le profil ou de regarder les services proposés par Net Entreprise. Donc, une fois que vous êtes à l'accueil de votre compte, donc vous avez pu vous connecter afin de pouvoir utiliser tes services. Il faut dans un premier temps activer le service DAE. Donc, avant de pouvoir saisir les formulaires de détachement à l'étranger, vous devez activer le service DAE. Pour cela, en tant qu'administrateur Net Entreprise, cliquez sous Gestion, Gérer les déclarations. Donc, en fait, c'est simple, hein, c'est comme si vous avez déjà des services pour lesquels vous utilisez. En fait, il faut simplement l'activer. Donc, pour ça, en fait, vous allez prendre dans la liste déroulante, liste des déclarations disponibles. Donc, vous sélectionnez le pavé DAE. Grâce à la petite flèche, vous le basculez directement sur la liste des déclarations que vous avez déjà au sein de votre portefeuille et ensuite vous validez. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, afin de pouvoir l'utiliser, c'est d'habiliter un ou plusieurs déclarants au téléservice. Donc une fois que le service DAE est activé et le déclarant créé, en tant qu'administrateur Net Entreprise, cliquez sur Gestion, Gérer les habilitations. Donc ça, c'est comme les autres téléservices. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui soient habilitées pour pouvoir utiliser le DAE en l'occurrence. Donc là, c'est simple, hein, vous rentrez le numéro de SIRET, vous renseignez l'administrateur, le ou les déclarants, le service, en l'occurrence le DAE, et vous validez. Et j'amène un petit point de vigilance, c'est comme les autres téléservices, vous avez un délai d'activation de 24 heures. Donc, ce qui vous permet de pouvoir anticiper si jamais vous avez un détachement à faire dans les prochains jours. Vous savez que vous avez 24 heures. Et l'autre information, c'est que le service qui traite donc, les demandes de détachement étranger, donc le service de relations internationales, n'accepte plus les demandes en papier. C'est uniquement via la production de ce téléservice. Donc, c'est important de pouvoir le mettre en place rapidement, tout en sachant qu'il est en activité à compter d'octobre 2020. Donc, du coup, il est opérationnel, vous pouvez l'utiliser sans problème. Donc, je vais passer la parole à Viviane Carisso qui va vous présenter l'utilisation du téléservice. Alors, juste me passer l'animateur Dorian au niveau de la... C'est bon. Ok. Voilà, donc bonjour à tous, je me présente, donc Vivian Carizo, je suis conseiller informatique service employeur pour la CEPAM de la Drôme. Donc je reprends la suite de la présentation comme Dorian vient de vous le dire. Donc par rapport au détachement à l'étranger, effectivement, comme il vient de vous le dire, il y a un délai d'activation de 24 heures. Sur la slide que vous voyez actuellement à l'écran, vous avez l'identification qui a été faite donc avec le compte Net Entreprise et la vignette DAE est grisée. Donc soit elle est grisée parce qu'on est dans l'attente des 48 heures, soit c'est parce qu'il y a un petit problème d'habilitation qui n'a pas été positionné correctement. On peut avoir la déclaration sans forcément y avoir accès. Et une fois que cette déclaration, qu'on a passé le délai, on arrive sur une première connexion.
on va vous demander de renseigner en fait la fonction de la personne qui éventuellement est associée au compte pour le détachement à l'étranger. Donc c'est à faire la première fois, on vérifie, il y a une charte juridique en bas à cocher, on valide, donc on complète un petit peu entre guillemets le profil de la personne qui va utiliser le téléservice. Vous validez et par la suite, vous avez la confirmation de la CPAM de rattachement par rapport au lieu de domiciliation de l'établissement et de la CPAM de rattachement par rapport à votre siège social, dans le cas où éventuellement vous êtes une entreprise multi-employeur. Hein. Multisirette, pardon. Voilà, il vous suffit de valider donc entre guillemets les informations demandées et vous arrivez sur un tableau de bord. Donc sur le tableau de bord, on trouve plusieurs informations. On retrouve en haut à droite la partie, le nom du compte utilisé. D'accord. On a au centre le numéro de SIRET sur lequel vous êtes positionné. Donc il faut bien sélectionner le numéro de SIRET de rattachement de votre salarié, évidemment. À gauche, vous avez une partie vos détachements. Donc là, c'est un espèce de tableau de bord des détachements que vous avez faits, suivant les différents états dans lesquels ils sont au niveau des avancements de traitement des dossiers. En bas, vous avez le bouton bleu où vous pouvez donc saisir les demandes. Donc, il vous suffit en fait de remplir ni plus ni moins que les différents champs pour pouvoir faire votre déclaration de détachement à l'étranger. Vous avez la partie référentiel en bleu qui vous donne toutes les actualités au niveau des détachements. Hein. Vous avez aussi une rubrique contact, notamment en cas de besoin. Voilà, et vous avez un autre bouton jaune qui est l'historique de vos détachements pour voir éventuellement ce que vous avez déjà demandé. Au niveau des détachements, vous avez plusieurs états possibles. Donc, vous avez ceux qui sont en état de validation de la CEPA. Vous avez ceux qui sont en statut accordé, en statut annulé ou en statut refusé, hein, qui vous précisent définitivement ce qui se passe. Vous avez les demandes de prolongation ou demandes de réduction. D'accord. Et vous avez aussi un statut dans le cas où il y a une demande au centre de liaison des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale. Donc ça, c'est dans le cas où il y a besoin d'une investigation supplémentaire pour valider votre détachement. Voilà. Ça, c'est les différentes étapes possibles que vous pouvez avoir au niveau de vos détachements à l'étranger. Vous avez également d'autres, c'est un petit rappel, mais vous avez d'autres téléservices qui sont évidemment disponibles sur Net Entreprise. Vous avez l'attestation de salaire que vous connaissez sûrement, la déclaration d'accident de travail. Vous avez un autre service complémentaire qui est le compte ATMP de la CARSAT. Vous avez le bordereau de paiement indemnité journalière dans le cas des IJSUM Roger. Vous avez un autre téléservice qui n'est pas sur Net Entreprise, mais qui est l'immatriculation des travailleurs étrangers. Donc, ça permet en fait à l'entreprise de pouvoir faciliter les démarches en fait d'immatriculation dans le cas où c'est des travailleurs étrangers pour qu'on puisse accélérer le processus d'immatriculation définitif. Vous avez notre questionnaire qui est maintenant bien implanté, qui est le questionnaire Risque Pro. Donc ça, c'est ce que vous receviez avant, entre guillemets, par voie papier, en fait, au niveau des enquêtes complémentaires dans le cadre des instructions de dossier pour les accidents de travail. Donc maintenant, il y a un téléservice qui vous permet quand même de faire pas mal de choses et surtout qui présente quand même pas mal d'avantages. L'avantage, c'est que le questionnaire, donc du coup, vous remplissez directement et vous répondez aux questions que vous avez, entre guillemets, à répondre directement en ligne. Vous pouvez joindre des documents complémentaires pour l'instruction de dossier. Vous pouvez suivre aussi également l'avancement du traitement d'instruction. Ça, c'est important pour vous de savoir où en est votre dossier, entre guillemets. Vous pouvez faire des observations et connaître éventuellement en temps réel ce qui se passe par rapport à votre dossier. Vous évitez évidemment les déplacements puisque vous pouvez le consulter donc directement en ligne. Une fois que l'instruction est finalisée, vous pouvez consulter et télécharger le dossier pour l'avoir en direct en local dans votre entreprise et évidemment vous économisez tout ce qui est envoi postal. Ensuite, pardon, excusez-moi, c'est mauvais clic. On va juste passer sur un autre focus qui concerne tout ce qui est la déclaration sociale nominative. Alors, au vu du contexte, en fait, il nous a jugé utile de rappeler quand même juste des bonnes pratiques, comme voilà, c'est un petit peu compliqué peut-être au niveau des services RH, il peut y avoir du télétravail et tout. On a essayé de faire un focus simple, mais en fait, on vous a remis quand même les bonnes pratiques en DSN parce que ça peut éventuellement éviter des rejets de déclaration. Donc, vous avez une première slide avec 4 points. Le premier cas, c'est votre salarié n'a pas de numéro de sécurité sociale. Donc, le fait qu'il n'ait pas de numéro de sécurité sociale, ça ne nous empêche pas de faire de la DSN mensuelle. Il existe un dispositif qui s'appelle le numéro de technique temporaire. Il est généré par votre logiciel de paye, d'accord? Et ce numéro de technique temporaire est unique par salarié dans votre société et il vous permet de véhiculer quand même les informations liées à la DSN mensuelle chaque mois. Par contre, attention, vous ne pouvez pas faire de signalement DSN, arrêt de travail ou fin de contrat.
hein. Voilà, ça c'est le point à bien garder en tête. Ça vous permet simplement de véhiculer les informations liées à la paye. Vous avez donc un deuxième point qui est le dernier jour de travail. Donc le dernier jour de travail, c'est toujours en maladie, la veille de la prescription, y compris en cas de congé payé. Alors pour le dernier jour de travail, vous avez un guide méthodologique qui est disponible sur DSN Info, mais également maintenant que vous pouvez rechercher sur la première page de Net Entreprise, comme Dorian vous l'a montré tout à l'heure, vous avez accès à la base de connaissances simplement en marquant dernier jour de travail. Vous allez arriver sur le guide méthodologique qui est très bien fait parce qu'il vous présente des cas concrets de situations d'enchaînement de contrats que vous pouvez avoir, notamment les enchaînements, par exemple, congé pathologique, arrêt maladie, congé mater. Ça, c'est un des cas où il y a souvent des questions par rapport au dernier jour de travail. Voilà, ça vous présente aussi le temps partiel thérapeutique. Il y a des enchaînements qui peuvent arriver entre temps plein et temps partiel thérapeutique. Donc voilà, ça vous donne vraiment un logigramme dans le temps avec les différents enchaînements et quel est le dernier jour de travail que je dois positionner au niveau de mes déclarations quand il y a un changement de risque. Donc ça, c'est très bien fait. Pour l'accident de travail, évidemment, vous avez donc le jour de l'accident qui est le dernier jour de travail, tout simplement. En cas de prolongation, donc comme le système d'avant, en attestation de salaire standard, entre guillemets, vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas de signalement de prolongation arrêt de travail en DSN. Nous, on paye les IJ sur le versant assurance maladie sur la base de la prescription médicale qui est reçue et le volet administratif. Donc, pour l'employeur, en fait, la prolongation vous sert simplement à avoir connaissance qu'il y a une prolongation, mais vous n'avez pas de déclaration à faire au niveau attestation de salaire. Donc, pas de signalement DSN non plus. En cas de reprise de travail, il faut bien penser à alimenter la date de reprise dans votre DSN mensuel du mois en question où votre salarié reprend. C'est-à-dire, là, votre salarié reprend par exemple le 5 février. Sur la DSN du mois de février qui sera envoyée le 5 ou le 15 du mois de mars, il faudra bien penser à dire votre salarié l'a repris à telle date. Alors, en général, ça peut être transparent pour vous. C'est peut-être pas forcément un champ à renseigner ou peut-être que le fait de positionner la date de fin de l'arrêt ou la date de prolongation suffit en fait à ce que l'information soit véhiculée par le logiciel entre guillemets en transparent. Mais par contre, c'est important que cette date-là soit générée parce que vous allez avoir sinon des attestations de salaire de plus de 6 mois qui vont générer automatiquement dans 4 ou 5 mois et ça va vous faire un rejet inexpliqué. Vous allez recevoir un compte-rendu indiquant rejet de l'attestation, la prescription a été soldée ou prescription se finit, enfin terminée. Et donc, du coup, vous allez vous poser la question. Voilà, donc ça peut générer des incompréhensions de votre côté. Voilà, donc pensez bien à renseigner cette date, ça évitera d'avoir des rejets inexpliqués par la suite à 5 mois après pour un salarié concerné. Deuxième petite slide de focus. Donc, en cas de reprise anticipée, évidemment, vous avez le signalement DSN en reprise anticipée à faire le plus tôt possible pour qu'on coupe les IJ dès que vous en avez connaissance. Voilà, donc ça, c'est un petit point simplement de vigilance. En cas de subrogation, donc ça, on ne le rappelle jamais assez, mais bien penser à mettre dès le début, dès le premier signalement DSN ou la première attestation de salaire, la date maximale prévue par votre convention collective. C'est très important parce que derrière, s'il y a prolongation avec une date de fin de subrogation qui est positionnée sur l'arrêt initial, vous allez avoir une coupure d'IJ, il va y avoir une partie payée en subrogation au début, ensuite une partie payée à l'assuré et éventuellement, si une attestation rectificative est faite, une autre IJ qui est payée à l'employeur. Et ça, souvent, ça gère des problèmes en termes de suivi de paiement et ça, c'est compliqué pour vous versant employeur. Donc ça, bien important de bien positionner la date maximale dès le début. Hein. Voilà, pour les pièces justificatives, au niveau de la DSN, vous avez aussi un guide méthodologique qui est positionné dans la base de connaissances, simplement en recherchant donc, sur page jointe, donc soit sur DSN Info, soit sur la petite loupe base de connaissances, comme je vous l'ai dit précédemment. Et ça vous permet aussi d'avoir en fait toutes les adresses des différentes CEPAM pour l'envoi des pièces justificatives, ça peut être les extraits de naissance, choses comme ça. Attention, c'est des adresses mail qui sont vraiment réservées au traitement des pièces justificatives en lien avec la DSN. Donc, si vous envoyez des questions sur ces boîtes, je ne pense pas que vous ayez de réponse. Voilà. Je préfère vous être transparent parce que c'est vraiment des boîtes qui sont dédiées. Voilà. En cas de signalement d'erreur sur un signalement DSN, évidemment, il faut faire un signalement de type annule et remplace. Voilà. Ça, c'est des bonnes pratiques, mais il nous semblait quand même utile de vous les rappeler. Autre information pratique, vous avez donc là à l'écran toutes les informations concernant les contacts utiles. Donc vous avez plusieurs hotlines. Vous avez le 0811 376 376 qui est la hotline dédiée à la DSN. D'accord ? Vous avez un autre numéro qui est plus axé sur tout ce qui est gestion de compte.
ou habilitation au niveau d'être entreprise, c'est le 0820 000 516. Il fonctionne pour les entreprises et les tiers déclarants à titre d'information. Vous avez aussi une autre hotline qui est le 3679. Donc ça, c'est la plateforme entre guillemets c'est la plateforme d'assurance maladie. C'est valable pour les attestations de salaire, tout ce qui est déclaration d'accident de travail, le compte ATMP, le détachement à l'étranger. Voilà, ils sont vraiment axés sur tout ce qui est téléservice. Vous avez donc nous aussi nos adresses mail respectives pour les départements donc, de l'Ardèche et de la Drôme à l'écran. Vous avez donc d'autres sites, je vous les ai rappelés, le DSN Info, où là on a toutes les actualités au niveau des évolutions des SN. Et vous avez évidemment le site amélie.fr où la section Covid, comme Dorian vous l'a dit tout à l'heure, est actualisée très très souvent par rapport aux évolutions des différents dispositifs. Donc je vous invite vraiment à vous y référer parce que c'est là que vous aurez les dernières actualités. Voilà. On a fait le tour de la partie CEPAM. Donc maintenant, on va prendre en compte vos questions. Je pense que Dorian va se remettre aussi en ligne, ce sera peut-être plus simple. On va remonter J'ai vu chronologiquement. la première question de Madame Jean Débose concernant l'absence de carence était des actifs pour lesquels contact. Donc oui, effectivement, là, donc c'était déjà le cas. Et la nouveauté, elle est bien effectivement pour les personnes qui sont malades ou les patients zéro. Donc là, pour lequel la carence donc, est neutralisée. Et également pour les salariés qui ont des symptômes de la Covid-19. Et pour cela aussi, la carence est neutralisée. La question suivante, Dorian, bonjour à tous. Julie Lame pour la CPM de la Drôme. La question suivante était, un salarié ayant un arrêt de travail de 7 jours pour cas contact fait un test le 7e jour. Il n'a donc pas le résultat à temps pour reprendre le travail le 8e jour. Dorian, je te laisse répondre parce que tu l'as évoqué dans le PowerPoint. Peut-être repréciser la réponse à cette question. Après, oui, alors, comme je disais tout à l'heure, c'est que pour les personnes qui sont positives, qui ont des symptômes, donc la plateforme Tracing Covid prolonge l'arrêt de travail jusqu'à 7 jours complémentaires. Alors après, si la personne a toujours des symptômes et est toujours donc là, soit effectivement il peut de part aller voir son médecin traitant éventuellement qui peut consulter ou alors contacter la plateforme Tracing Covid. Mais jusqu'à présent, pour être franc, on n'a pas encore eu ce cas de figure. En général, quand les prolongations sont d'un délai supplémentaire de 7 jours, les salariés ou les personnes retrouvent après leur, alors, soit ils sont placés en chômage en activité partielle, ou soit ils reprennent l'activité. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore assez de recul, en tout cas, pour pouvoir apporter une réponse précisément à ce questionnement. On interrogera nos collègues Ouais, de la du plateforme Tracing service. Covid qui ont plus l'habitude Voilà. de gérer ce genre de situation qui reste aujourd'hui bien particulière par rapport à la question. On apportera la réponse du coup quand on enverra le PowerPoint à tout le monde. Vous aurez les questions et les réponses et on aura fiabilisé la réponse avec les collègues du service concerné. Mm. La dernière question, en tant qu'employeur, comment pouvons-nous savoir si l'arrêt de travail du salarié est lié à un arrêt Covid sans Alors, carence avant d'avoir reçu les indemnités journalières de la sécurité sociale? du coup, vous pouvez le savoir, de par déjà la production des sessions d'isolement, hein, comme on a vu tout à l'heure, donc soit de par la position sur le site déclare.meli.fr, donc c'est votre salarié qui vous transmettra directement donc, ce document. La session d'isolement, si vous voulez, c'est comme un petit peu le volet 3 pour une prescription de repos de droit commun. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est dans le cas du constat précis pareil, où votre employeur vous transmettra, ou votre salarié, pardon, vous transmettra ce document. Après, ça peut arriver parce que malheureusement, ça arrive. Il y a les médecins traitants aussi qui peuvent prescrire des arrêts de travail donc par rapport à une personne vulnérable ou des choses comme ça. Du coup, il y a un code prescripteur. Donc, nous, nos services de production, ceux qui vont traiter donc l'addition de salaire, ceux qui vont traiter donc les arrêts de travail, avec le code prescripteur du coup indiqué par le médecin traitant, pourront effectivement neutraliser ou non la carence, puisque l'enjeu il est là, hein, c'est par rapport à la carence qui est neutralisée.
Donc, dans tous les cas, c'est vraiment la production de l'attestation d'isolement par vos salariés, ou quand c'est le médecin traitant qui arrête le salarié pour une question liée au Covid, en indiquant un prescripteur particulier qui permettra au service de production de pouvoir traiter l'arrêt de travail en neutralisant la carence. Alors, on a une autre question qui vient d'arriver. Une collaboratrice cas contact n'a pas réussi à faire la deuxième étape. La CPAM lui a demandé de faire un courrier. Nous attendons le retour de la CPAM. Est-ce la seule ou d'autres cas similaires? Alors, réussir à faire la deuxième étape, moi je n'identifie pas exactement de quoi on parle en deuxième étape. Oui, alors Ça doit après, être la- peut-être c'est, je m'adresse, oui, madame, c'est peut-être du fait que, est-ce que c'est un problème de code? Est-ce que derrière, elle avait bien ses codes? Parce que visiblement, la difficulté, c'est qu'elle n'a pas pu produire son attestation d'isolement. Et donc, dans ce cas, non, du coup, le code, il n'est pas ZIL, hein, il est strictement confidentiel. Alors, si effectivement c'est un problème de code, comme indiqué précédemment, de par la présentation qu'on a faite tout à l'heure, il faut vraiment que le salarié contacte le 3646 afin qu'il puisse lui transmettre un nouveau code. Et surtout, ce qui est primordial pour l'utilisation de ce téléservice, c'est vraiment de valider la deuxième étape afin de produire l'attestation d'isolement et le versement de l'indemnité journalière. Après, alors par contre, si c'est pas du tout lié à un problème de code, si c'est, ça peut être d'autres soucis. Après, c'est vraiment vos salariés, les personnes, ils sont vraiment entre les mains, entre guillemets, de la plateforme Contact Tracing qui les oriente et qui les conseille par rapport à ce dispositif et par rapport à la production de l'arrêt de travail. Après, pour compléter la réponse, c'est la seule ou d'autres cas similaires. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que nous, en tant que conseiller employeur, on suit l'activité de près, bien évidemment, mais on n'est pas au cœur du système, on n'est pas au cœur de tout ce qui se trame autour du contact tracing. Donc, nous, on n'a pas forcément les remontées, on n'a pas forcément les, les cas qui sont proposés. Donc, c'est vrai que nous, on suit ça aussi de loin, mais après, c'est bien de pouvoir aussi faire remonter ça à nos collègues de la plateforme Contact Tracing pour voir justement si ils ont rencontré des cas comme ça et pour pouvoir voir surtout s'il y a des choses qui sont derrière, qui sont mises en place pour pallier à ces petits soucis. Parce qu'après, derrière, effectivement, l'objectif, c'est que ce service soit vraiment accessible et surtout disponible pour tous. Donc, s'il y a des petits soucis de paramétrage, des choses comme ça, pour qu'on soit nous informés au plus vite également. En complément, je pense que si les assurés, enfin si les salariés rencontrent des difficultés par rapport au téléservice en question, je pense que la solution la plus simple à adopter, c'est d'appeler la plateforme. Parce que comme la plateforme peut éventuellement délivrer directement les attestations d'isolement si nécessaire suivant les cas, je pense que c'est en cas de contrainte technique, parce que je pense que c'est ce qui est évoqué dans les deux questions, Ouais, je pense que c'est la solution la plus adoptée. Sinon, de passer par le médecin traitant, c'est aussi une piste, à mon avis, plus active. Du fait que eux, alors ce numéro par rapport le code employeur, je parle à la question de Madame Dourin parce que je pense que c'est le code que Dorian vous a expliqué quand le médecin prescrit. Je pense que c'est ce code-là qu'on évoquait, sauf erreur de ma part. Et ce code-là, vous ne le verrez pas effectivement parce qu'il est transmis. Voilà, c'est ça. Il me semble qu'il y a eu un mélange entre les deux questions. Alors dans d'où je préfère être clair. Le code en question, en fait, vous ne le verrez pas parce que c'est un code, un code prescripteur en fait. Et c'est un numéro que vous ne verrez pas au niveau versant assurance maladie, versant employeur. c'est ça. C'est comme pour préciser les propos de Vivian, c'est simplement, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment les professionnels, donc les collègues de la production, qui vont se baser sur ce code prescripteur pour pouvoir justement payer l'arrêt maladie dans son intégralité. Voilà. La question complémentaire qui vient d'arriver, qui a été transmise, donc si un arrêt de travail est fait par un médecin traitant, impossible de savoir s'il y a carence ou pas. Donc je comprends bien, effectivement, je pense que c'est la difficulté au niveau de la paye et de la compta derrière qui pose problème, au niveau du retour d'information. Alors, à mon sens, je ne pense pas que vous puissiez le savoir directement. De toute façon,
Après, donc, Maintenant, vraiment le problème, c'est comme vous avez de toute façon le motif médical, vous ne pourrez pas savoir si c'est en lien au Covid ou pas. Si c'est une attestation d'isolement qui est type du téléservice, là, ça peut vous mettre la puce à l'oreille, puisque c'est un formulaire bien particulier. Mais effectivement, vous serez obligé d'attendre les IJ, le retour bordereau de paiement IJ pour savoir comment ça se passe et savoir s'il faut compléter ou pas. après, au Par niveau contre, question qu'on peut éventuellement qu'on peut remonter au niveau des traitements des techniciens pour qu'on puisse avoir peut-être essayer de creuser la question, nous faire un retour dans le diaporama, après, voir ne si on pas peut vous donner une hésiter, information. ne pas hésiter non plus. Alors, tout à l'heure, Vivian vous l'a présenté, les contacts. Hein, vous avez nos adresses mail. Vous pouvez là, pour le coup, vous pouvez contacter donc le 3619 ou si vous n'êtes pas sûr, effectivement, par rapport à la situation, bon, faire un petit un mail pour qu'on puisse regarder, nous, voilà, à titre exceptionnel. Donc après, vous avez quand même de quoi vous documenter, de pouvoir aussi solliciter donc, la plateforme Tracing Covid, de solliciter la plateforme employeur 3679. Donc en cas de vraiment des questions, ne pas hésiter à nous solliciter. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour la CPAM, on va peut-être rendre la parole pour la présentation de la CARSAT. Je vais donner le rôle d'animateur à Julien. Julien, normalement, ça devrait. Alors, je vais te dire ça. Ouais, c'est tout bon. Ça s'affiche bien à l'écran, Vivien? Ouais, c'est tout. Ok, super. Bah, merci de me passer le relais. Ok, donc je vais c'est moi, vous le constatez. Je vais vous présenter maintenant l'ensemble des offres de services aux entreprises de la CARSAT Rhône-Alpes. L'objectif, c'est ce que je vous ai dit un petit peu au début de la réunion, c'est de vous offrir, j'ai envie de dire, une version transverse de tout ce que la CARSAT Rhône-Alpes est en mesure d'apporter aux entreprises et j'ai envie de dire sur le plus de profils possible, aussi bien des dirigeants d'entreprise, des responsables des ressources humaines, mais aussi des préventeurs en entreprise, des responsables administratifs et entre guillemets tout ce qui peut graviter autour d'une sphère sociale, comptable ou même juridique dans l'entreprise. Si vous voulez, le principe, c'est de vous aiguiller. Soit je peux répondre directement à votre question, soit je vous oriente auprès de l'expert technique. Ça évite de tourner en rond sur des plateformes téléphoniques ou sur des adresses mail génériques. C'est un petit peu l'objet de ma démarche. Je vais vous présenter les branches sur lesquelles on peut intervenir au sein de votre entreprise, sur lesquelles vous avez un besoin d'information, je pense. Donc, ça va démarrer par la prévention des risques professionnels. Il y aura un petit mot sur le compte professionnel de prévention, un mot également sur la tarification des risques professionnels, un diaporama important sur le maintien ou le retour dans l'emploi, et enfin un petit mot sur la retraite. En ce qui concerne la prévention des risques professionnels, on va déjà s'arrêter sur des chiffres. Alors, ils datent de 2019. On est en train d'attendre ceux de 2020. Je pense qu'on devrait être à peu près sur une moyenne équivalente à celle de 2019. L'intérêt, c'est pourquoi agir. Vous les avez à l'écran. Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. C'est 600 accidents de travail et de trajet par heure travaillée, ce qui représente environ 58 millions de journées de travail perdues chaque année, soit l'équivalent de 230 000 emplois à temps plein. Les coûts directs, ça représente 14 milliards d'euros. Donc ce sont des chiffres nationaux, j'insiste. C'est un chiffre national. Le coût direct, bien évidemment, il se traduit par le taux de cotisation AT-MP. Et ce qui est un petit peu plus transparent, mais qui vient quand même impacter concrètement la vie des entreprises, c'est ce qu'on appelle les coûts indirects. Les coûts indirects, ça se traduit par l'absentéisme de votre personnel salarié. Forcément, ça engendre une désorganisation des équipes de travail, un retard dans les commandes, des difficultés à recruter parce qu'à partir du moment où on a une entreprise maintenant dans l'ère de la communication et du digital, c'est vrai qu'on se renseigne assez rapidement, où on a une visibilité peut-être un peu plus pointue sur les entreprises, et puis ça se sait de bouche à oreille sur les entreprises justement qui ont une sinistralité importante ou dans laquelle la démarche de prévention n'est pas forcément active. Donc, on n'a pas forcément l'envie d'aller travailler et de se mettre en danger dans une entreprise qui rencontrerait beaucoup de difficultés. Même si on arrive à recruter, ça engendre une difficulté vis-à-vis du turnover. Voilà. Donc, qui dit turnover aussi dit formation de nouveaux personnels, donc pour acquérir de nouvelles compétences. Donc, en gros, voilà, ça vient un petit peu polluer la vie de l'entreprise.
Les principales causes des accidents du travail. C'est pas forcément une grosse surprise. On est à 51% sur des manutentions manuelles et à 28% sur des chutes de hauteur et de plein pied. En ce qui concerne les causes pour les maladies professionnelles, ici encore, pas forcément une grosse surprise. On est majoritairement, plus que même majoritairement, on est pratiquement à 90% sur de la reconnaissance de troubles musculo-squelettiques, donc des TMS. Donc c'est une grosse problématique sur laquelle justement nos services de prévention ont une action. Ce qu'on gagne à agir, c'est ce que je viens de vous dire un petit peu précédemment. Le cycle, il est fait de cette façon-là, mais il est cohérent dans son ensemble et complémentaire, c'est-à-dire à partir du moment où on engage une action de prévention dans son entreprise, on constate, alors on va être franc, pas forcément sur le court terme, puisqu'une démarche de prévention, c'est quand même quelque chose de compliqué à mettre en marche, sur laquelle qui nécessite quand même une étude approfondie. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Mais à partir du moment où on a cette action de prévention sur le moyen ou sur le long terme, forcément, ça vient engendrer une baisse et une diminution des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et à partir de là, forcément, une diminution des arrêts de travail. Pareil, c'est pas un tabou non plus, mais forcément, une baisse des taux, de vos taux de cotisation, un bien-être de santé de votre personnel salarié, une attractivité vis-à-vis de votre entreprise. Et dans une entreprise dans laquelle on se sent bien, on a envie d'y rester. Donc, ça entraîne aussi une fidélisation de votre personnel salarié. Nos programmes de prévention. Alors ça, ce sont nos programmes nationaux. Chaque année, enfin pas chaque année du coup, mais sur une période donnée, donc de 2018, concernant les risques, les programmes que vous avez à l'écran, ils sont sur 4 ans. Donc en 2022, on déclinera d'autres programmes nationaux ou à la limite, ça on ne sait pas trop, on les reconduira en fonction des résultats qui seront obtenus sur l'ensemble du déploiement de ces programmes. Pour le moment, on est toujours sur la même période. Jusqu'en 2022, nous avons 3 programmes nationaux de prévention. Le premier, c'est le programme TMS Pro, puisque de toute façon, c'est ce que je vous ai dit juste à l'instant. On est sur une problématique de reconnaissance de maladies professionnelles, à pratiquement 90% sur cette problématique de TMS. Nous avons également décliné un programme sur la prévention des risques chimiques avec le programme Risque Chimique Pro et une prévention des chutes de hauteur et de plein pied avec un programme Risque Chute Pro BTP. En plus de ces programmes nationaux, nous avons décliné, du moins chaque CARSAT a la responsabilité de décliner des programmes régionaux qui sont déclinés selon la typicité, j'ai envie de dire, de son bassin industriel. En région Rhône-Alpes, nous, on en a décliné 5 que vous avez à l'écran, donc l'aide et le soin à la personne, à domicile et en établissement. Un programme BTP qui vient au complément de celui du programme national sur les chutes de hauteur et de plein pied. Un programme sur la filière bois, la filière logistique et supply chain et le transport routier de marchandises. J'attire votre attention sur le fait que en ce qui concerne ces programmes de prévention nationaux et régionaux, c'est la CARSAT qui vient à vous. D'accord, c'est-à-dire qu'en fonction de statistiques, pour rentrer dans le dispositif, on va revenir sur la diapo d'avant, sur le dispositif TMS Pro par exemple, les entreprises sont contactées directement. C'est pas une entreprise qui va nous dire, moi, monsieur Husson, je veux rentrer dans le programme TMS Pro. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire, par exemple, pour rentrer dans le programme TMS Pro, il faut au moins avoir déclaré 2 maladies professionnelles et avoir déclaré aussi, si je me trompe pas, 3 ou 4 accidents du travail liés à des problématiques de manutention. À partir du moment où vous êtes identifié dans cette catégorie, vous rentrez obligatoirement. C'est là où c'est c'est là où ça peut faire peur, mais c'est une obligation pour l'entreprise de rentrer dans le programme de TMS Pro. On tient à votre disposition aussi d'autres programmes qu'on appelle les subventions prévention TPE. Comment ça se caractérise? Le principe de cette subvention prévention TPE, c'est de vous faire profiter d'un coût financier à partir du moment où vous investissez dans des solutions de prévention. Ces subventions prévention TPE, elles s'adressent pour les entreprises qui ont un effectif compris entre 1 et 49 salariés. Pourquoi on s'en doute, c'est pour prévenir des risques prioritaires ou spécifiques dans un secteur d'activité auquel vos personnels salariés est exposé. D'accord, c'est-à-dire que vous identifiez une problématique de prévention au sein de votre société. Une fois que vous avez analysé la problématique, vous vous dites je vais investir sur du nouveau matériel ou sur une formation, parce qu'on subventionne aussi des formations.
Et à partir de là, vous pouvez bénéficier de cette subvention préfet, des TPE. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec le financement en partie, donc de l'achat ou de matériel des équipements visant à réduire les risques au sein de votre société. Ça peut être également un accompagnement par un prestataire ou un consultant pour réaliser un diagnostic du risque lié à votre activité. Et c'est ce que je viens de vous dire aussi, on peut financer des formations de votre personnel salarié ou des dirigeants sur des démarches de réduction des risques. C'est simplement de la montée en compétence sur du personnel que vous avez identifié pour mener à bien une mission de prévention au sein de votre structure. Combien? La subvention, elle est plafonnée sur un montant de 25 000 € par entreprise sur la période de 2018 à 2022. Une entreprise, elle peut demander 3 demandes de subvention sur la même période. Je vais vous présenter ça juste après. Vous avez à l'écran l'ensemble des secteurs d'activité sur lesquels nous avons engagé des démarches et sur lesquels nous avons la possibilité d'intervenir sur ces subventions prévention TPE. Vous les avez donc par secteur d'activité. Je vous parlais juste à l'instant sur le fait que l'entreprise pouvait faire 3 demandes de subvention. On va prendre l'exemple d'une société de transport et logistique, puisque les TMS, on est en plein dedans, et vous identifiez votre problématique accident du travail qui est liée à une filmeuse, c'est-à-dire que votre personnel salarié, il a des mouvements répétitifs tout au long de la journée pour filmer une palette ou de manutention de marchandises. Vous vous dites éventuellement c'est vrai que pourquoi pas on pourrait investir sur une filmeuse. En investissant sur cette filmeuse, je suis sûr que ça répondrait à cette problématique de prévention que j'ai identifiée. Vous vous rendez sur le site de la CARSAT, vous vous rendez compte que sur chaque diaporama, alors évidemment pas sur celui-là, ce qui me fait mentir, que vous avez un lien internet qui vous renvoie en fait sur les bonnes pages et qui vous renvoie justement sur les notions complémentaires par rapport à ce que je peux vous présenter aujourd'hui. On revient sur l'exemple de la filmeuse. Donc, vous avez identifié, vous voulez investir sur une filmeuse, d'accord, qui rentre en compte dans le cadre de ces subventions de prévention. Pourquoi je vous invite à quand même vérifier sur le site internet, si vous voulez, sur notre site internet, pour chaque secteur d'activité et sur chaque matériel, vous avez toutes les références sur lesquelles on peut venir financer en partie votre achat, d'accord. Systématiquement, et quel que soit le secteur d'activité ou l'achat de matériel que vous souhaitez effectuer, il y aura une démarche derrière de TMS Pro diagnostic. Vous la retrouvez dans chaque secteur d'activité, c'est-à-dire que vous allez investir sur cette filmeuse, mais quelque part pour qu'on puisse valider le financement en partie de cette filmeuse, il va falloir qu'on déplace un expert qui va nous faire un compte-rendu, un diagnostic pour vérifier que cette filmeuse répond à votre problématique de prévention et de manutention. Donc déjà, on est sur 2 demandes de subvention prévention TPE. À partir du moment où on a un retour, bien évidemment, positif de l'expert qui a été missionné au sein de votre entreprise, on viendra financer en partie la filmeuse. On intervient aussi en formation santé-sécurité. L'objectif, c'est de permettre à votre entreprise d'acquérir les connaissances méthodologiques et les compétences en termes de santé et sécurité au travail. L'objectif prioritaire, c'est quelque part de vous rendre aussi autonome. Alors, on peut bien évidemment vous accompagner sur une durée indéterminée, c'est pas le sujet, mais c'est pas forcément vous rendre service. À un moment que vous puissiez être autonome sur ces problématiques de prévention, j'ai envie de dire pour être plus efficace et plus agile. Donc, le financement de ces formations, elles sont réalisées par la CARSAT. Donc, ce cas-là, le coût, il est déjà inclus dans votre taux de cotisation AT-MP, donc c'est gratuit. Soit vous la faites réaliser par un organisme habilité, et là, bien évidemment, le tarif, il est pas le même selon les prestataires. Nous tenons également à votre disposition une offre de documentation en prévention. Donc, c'est une mise à disposition, je vais y arriver, gratuite des publications en santé et sécurité au travail, donc qui se concrétisent par des brochures, des guides, des dépliants, des affiches ou des autocollants. Ces supports, ils sont réalisés par les services de la CARSAT ou par l'INRS. Voilà, donc pour toutes ces demandes, vous pouvez me faire un retour, vous pouvez faire une demande directement auprès de la CARSAT pour avoir des affiches. Pareil, ça fonctionne, ce sont des supports qui fonctionnent vraiment pour régulièrement en entreprise, on envoie et ça peut paraître tout bête, mais du coup c'est vrai que visuellement des ouvriers simplement par le bruit de bien mettre son casque ou de faire attention à la circulation des Fenwick ou ce genre de choses, ça a toujours un impact, ce côté visuel. Un petit mot sur le compte professionnel de prévention. En tant qu'employeur, vous le savez sûrement, vous devez effectuer
une déclaration pour chaque salarié qui est exposé au moins des risques qui vous sont mentionnés ci-dessous. Il y en a 6, donc le bruit, les températures extrêmes, etc., etc. À partir du moment où votre salarié il est exposé à au moins un de ces facteurs de risque, il ne faut pas remplir les 6 critères, ça sera un peu compliqué, mais si votre salarié il est exposé à un de ces facteurs de risque, vous êtes dans l'obligation d'effectuer cette déclaration de compte professionnel de prévention via DSN. Cette déclaration, elle déclenche l'ouverture d'un compte professionnel de prévention pour vos salariés qui fonctionne avec un système de points. Pour en parler juste succinctement, ce système de points, il permet à votre salarié soit d'effectuer des formations, dans le cadre peut-être d'une reconversion professionnelle ou d'une montée en compétences dans un autre domaine, soit de faire des bilans de compétences, et dans un cadre bien particulier, ils ont aussi la possibilité de pouvoir partir à la retraite un petit peu plus tôt. Vous retrouvez l'ensemble des informations relatives à ce compte professionnel de prévention sur le www.compteprofessionnel-de-prévention. On va passer maintenant au système de tarification des risques professionnels, qui sont les taux de cotisation que les CARSAT vous envoient, que la CARSAT Ronald vous envoie chaque année. Juste un petit rappel pour rappeler le contexte du système de tarification. Le taux d'accident du travail, il est calculé et notifié chaque année, d'accord, à votre entreprise. On appelle ça une tarification annuelle. Il est calculé pour chaque établissement si vous en avez plusieurs. C'est une cotisation, bien évidemment, à la charge exclusive de l'employeur. Et cette charge, elle a la particularité d'être adaptée selon plusieurs critères. Elle est adaptée selon l'activité de l'entreprise. Elle est aussi adaptée selon la taille de l'entreprise. Et en fonction de sa taille, il y a un impact vis-à-vis de sa sinistralité. Pour faire très très simple et pour vous les référencer, on a une tarification collective. Alors vous n'avez pas le diaporama à l'écran, mais voilà, pour faire très simple, vous avez une tarification collective pour les entreprises de moins de 20 salariés. C'est ce qu'on appelle le taux national, qui est une mutualisation des accidents du travail pour ces entreprises-là sur leur secteur d'activité. Une tarification dite individuelle pour les entreprises de plus de 150 salariés, qui, comme son nom l'indique, est individualisée par rapport aux résultats propres de l'entreprise, c'est-à-dire sa masse salariale, son effectif et sa sinistralité. Ces entreprises payent ce qu'elles doivent. C'est là où je vous disais tout à l'heure, votre sinistralité peut avoir un impact direct. Et entre les deux, ce qu'on appelle une tarification mixte pour les entreprises qui ont un effectif compris entre 20 et 149 salariés. Là, la règle du jeu, si on peut appeler ça comme ça, elle est toute simple. Plus vous vous rapprochez, plus vous êtes proche des 19 salariés, et plus la part du taux collectif est importante dans le calcul de votre taux. Plus vous vous approchez des 150, et plus il est individualisé. Il est individualisé par rapport à vos résultats propres. Un petit mot sur le principe du taux unique, qui est une offre de service tarification. C'est une simplification de gestion. Je vais vous l'expliquer juste après. C'est un système optionnel, mais à partir du moment où on a dit oui pour ce taux unique, le choix il est définitif. On ne peut pas revenir en arrière. Le principe du taux unique, c'est souvent le cas pour des entreprises multi-établissements. D'accord, donc qui ont une multitude d'établissements sur le plan national et qui ont le même code risque, et j'ai envie de dire qui ont des taux à peu près homogènes. Je sais pas, on va prendre un taux au hasard. Vous avez une quinzaine d'établissements sur le plan national et vos taux d'accident du travail ils sont de 30, de 34, de 36, de 40. Et vous vous dites bon, en termes de gestion administrative, c'est un petit peu lourd. Est-ce qu'on pourrait pas simplifier la chose en ayant un seul taux pour un risque donné, parce que ça fonctionne comme ça, pour l'ensemble de nos établissements. Avec ce taux unique, c'est possible, puisque du coup, on peut procéder au regroupement des éléments financiers une nouvelle fois par code risque de votre entreprise. Du coup, on en sortira un taux moyen. Ça veut dire que toutes les entreprises auront le même taux d'accident du travail. L'avantage, c'est que du coup, quand vous créez un établissement, il n'y aura pas de taux collectif. En cas de création d'établissement, il prendra directement ce taux moyen. Vous avez la possibilité de conserver les statistiques ATMP par établissement dans le cadre d'une démarche de prévention, ce qui est quand même très important. Et vous avez aussi la possibilité de toujours comparer votre taux d'entreprise avec le taux de la profession. Vivian vous en a parlé tout à l'heure sur le compte ATMP. Je vais aussi vous en toucher quelques mots.
Sur Net Entreprise, vous avez la possibilité, et je suis sûr que vous l'avez tous fait, d'adhérer au compte ATMP. Le compte ATMP, il vous permet une multitude de choses sur la gestion justement de ce taux d'accident du travail. Il vous permet de recevoir en ligne directement votre taux ATMP. D'accord, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre chaque année l'envoi papier, sachant que de toute façon, cet envoi papier, il ne sera plus effectué, peu importe la taille de l'entreprise, à compter de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'en gros, ce sera 100% des maths pour toutes les entreprises à partir de l'année prochaine. Donc, il vaut mieux y adhérer tout de suite et commencer un petit peu à naviguer et à se familiariser avec l'outil, plutôt que l'année prochaine de se retrouver à dire « je n'ai pas reçu mon taux d'accident du travail, comment ça se fait ?» D'accord? Donc, comme ça, au moins, vous enregistrez le bon paramétrage sur ce compte ATMP avec le bon administrateur et l'adresse mail pour recevoir cette notification dématérialisée. Sur ce même compte ATMP, vous avez la possibilité de consulter vos taux de cotisation et leurs modalités de calcul sur les 3 dernières années. Un point aussi très important sur ce compte ATMP, vous avez la possibilité de faire le point en temps réel sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui sont reconnues dans votre entreprise. Ça vous donne l'opportunité de mieux piloter et de mieux, anticiper. Voilà, de mieux anticiper les accidents du travail qui vont venir impacter votre taux de cotisation et simplement aussi de vérifier qu'ils ont été reconnus ou correctement reconnus sur l'établissement. Des fois, on n'est pas à l'abri d'une erreur, soit de déclaration, soit de la part de vos propres services. Donc, du coup, ça vous permet de dire et d'avoir une veille sur ces ATMP. Enfin, c'est aussi la possibilité de centraliser les cotisations sur tous les établissements de l'entreprise. On a enrichi ce compte ATMP d'un certain nombre de choses depuis l'année dernière. Notamment, on a donné un accès aux tiers déclarants, donc aux cabinets comptables, donc qui peuvent visualiser les informations nécessaires à la gestion de leur portefeuille client. Pour cela, bien évidemment, ces cabinets comptables doivent avoir au moins réalisé une déclaration nominative pour leurs clients concernés. On a aussi enrichi ce compte ATMP en matière de prévention. Maintenant, vous pouvez enregistrer, télécharger un bilan des risques professionnels ou consulter le bilan des risques professionnels pour consulter votre sinistralité par rapport aux entreprises du même secteur d'activité que le vôtre. Chose aussi très importante, vous pouvez enfin, j'ai envie de dire, télécharger votre attestation des indicateurs des risques professionnels. C'est ce qu'on appelle le taux de fréquence, taux de gravité. C'est un document qui vous est demandé quand vous répondez à certains appels d'offres. Vous avez aussi la possibilité de télécharger directement les demandes de subvention prévention TPE en version dématérialisée, donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous pouvez effectuer votre demande directement en ligne et déposer les pièces directement en ligne. Et vous avez aussi une nouvelle rubrique qu'on appelle documents de référence sur lequel vous avez la possibilité de consulter et de rester informé sur l'évolution de la législation du système de tarification et puis pouvoir aussi consulter ce qu'on appelle le barème des coûts moyens, les liens et les infos utiles. Le maintien ou le retour dans l'emploi. Alors pourquoi je vais vous en parler aujourd'hui? On va en parler assez rapidement. C'est important de vous en parler dans la mesure où le sentiment un peu d'être mis sur la touche de la part des employeurs vis-à-vis de ce maintien ou de retour dans l'emploi, il est réel. Toutefois, il y a un moment où le rôle de l'entreprise est important pour justement faciliter le retour à l'emploi d'une personne isolée. Dans un premier temps, comment ça fonctionne au sein de chez nous? Le principe de ce maintien ou de retour dans l'emploi, bien évidemment, c'est d'intervenir, parce que d'intervenir, ça se dit pas, d'intervenir le plus tôt possible et de repérer le plus rapidement possible les salariés qui sont visés par cet isolement. D'accord ? Une fois qu'on est intervenu, on mobilise le plus rapidement tous les acteurs qui vont graviter autour de cette sphère du maintien ou de retour dans l'emploi. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la façon suivante. Un courrier est envoyé systématiquement aux salariés qui sont en arrêt de travail depuis au moins 60 jours. Dans ce courrier, on les invite soit à participer à une réunion d'information collective. Alors vous vous doutez qu'on, vu le contexte en ce moment, c'est pas ce qu'on priorise. De toute façon, c'est même pas fait. Mais dans notre vie d'avant, voilà, c'est ce qu'on faisait. Soit on les invite à convenir d'un rendez-vous individualisé pour commencer à anticiper et à identifier
le parcours qu'on va pouvoir mettre en place pour remettre ce salarié sur le chemin de l'emploi. Ce repérage des assurés, il est effectué à partir des requêtes mensuelles des caisses primaires. Il est aussi effectué par des signalements personnalisés des médecins conseils ou des médecins du service de santé au travail ou autres services sociaux. L'ensemble des partenaires qui gravitent autour de cette sphère, vous les avez à l'écran, ce sont bien évidemment les médecins conseils, les médecins de service de santé au travail, les MDPH, le Cap emploi et les opérateurs de compétences. C'est là où le rôle de l'entreprise il est important. Il est important parce qu'à partir du moment où le salarié, entre guillemets, on a compris la maladie et les pathologies qui sont à cet accident du travail ou à cette maladie professionnelle, sur son impact dans sa vie personnelle mais aussi professionnelle, on va pouvoir quelque part construire quelque chose autour de ça pour le ramener sur le chemin de l'emploi et lui proposer un des dispositifs que vous avez à l'écran. Alors, vous avez le dispositif de visite de pré-reprise, que vous connaissez sûrement, qui est un examen effectué par le médecin du travail pour aider le salarié à reprendre son emploi ou à identifier un autre emploi compatible avec sa situation. Elle peut être organisée à l'initiative du salarié, bien évidemment, et du médecin conseil de l'assurance maladie ou du médecin traitant. Dans les dispositifs, on a aussi également le temps partiel thérapeutique dans le cadre de la maladie ou le reprise d'un travail léger dans le cas d'un AT ou MP. Et le dispositif est le même, c'est simplement le nom qui change. On a aussi le dispositif de l'essai encadré qui permet aux salariés, toujours en arrêt de travail, sous réserve de l'accord du médecin conseil et du médecin traitant, de tester sa capacité à reprendre son poste ou d'en occuper un nouveau s'il ne peut plus exercer son emploi actuel. Et enfin, dans les dispositifs, alors c'est vrai que c'est pas super visible, mais c'est pas grave, vous avez le contrat de rééducation professionnelle en entreprise. Ça concerne les travailleurs reconnus handicapés afin qu'on puisse les aider à se réadapter à un nouveau poste de travail. Le rôle de l'entreprise, il est important parce que vous êtes facilitateur en fait de ces dispositifs dans la mesure où justement vous faites comprendre aux salariés que vous mettez tout en œuvre, j'ai envie de dire, pour que ce dispositif ou d'identification d'un maintien dans l'emploi ou d'identification d'un nouveau projet professionnel est possible. Pour rester informé sur l'ensemble des offres de services que nous tenons pour les entreprises, vous avez la possibilité de vous abonner à notre newsletter mensuel qu'on appelle le 3 minutes. Donc c'est l'actu de l'assurance maladie pour les entreprises. Et pour cela, il suffit simplement de vous rendre sur le www.carsat-ra.fr, rubrique entreprise, et vous avez sur Je m'informe les risques professionnels sur le 3 minutes. Vous pouvez bien évidemment consulter l'ensemble des réseaux sociaux que vous connaissez pour suivre aussi notre actualité. On va terminer cette partie avec un mot sur la retraite. Alors, en ce qui concerne l'offre de services de l'assurance retraite, l'objectif pour nous, c'est de vous aider à accompagner la préparation et le passage à la retraite des seniors de votre entreprise. Pour anticiper ces départs, on vous propose soit de former des ressources humaines ou de se faire le relais de votre entreprise, d'accord, pour que vous puissiez quelque part vous répondre à des questions de vos salariés. Donc, on vous fait monter en compétence sur des problématiques, enfin pas sur des problématiques, mais sur la législation retraite. Soit on peut animer des réunions d'information retraite destinées aux salariés de votre entreprise. Alors ça, vous vous doutez bien qu'on ne le fait plus, vu le contexte. Et on vous encourage vivement à promouvoir l'adhésion de vos salariés, à créer leur espace personnel sur le site de l'assurance-retraite.fr. Il y a 3 messages clés à retenir vis-à-vis de cette création d'espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. La première chose, bien évidemment, c'est de le créer. Une fois que vous avez créé votre compte personnel, vous avez accès à un grand nombre de téléservices en ligne personnalisés. Vous pouvez notamment consulter votre relevé de carrière, la possibilité de faire une estimation du montant et de l'âge de départ de votre retraite et tout un tas d'autres choses. Ensuite, vous pouvez directement effectuer votre demande de retraite en ligne, ce qui vous permet de déposer votre demande en une seule fois, et ça pour l'ensemble des régimes de base et de complémentaires auxquels le salarié a cotisé. Le plus important, c'est de bien penser à anticiper ce dépôt de dossier.
Il faut anticiper ce dépôt de dossier 6 mois avant la date de départ pour garantir un passage à la retraite sans interruption de ressources. On va juste s'arrêter 2 petites minutes à partir du moment sur le premier message clé sur inciter vos salariés à créer votre espace personnel. Alors, vous pouvez aussi vous le faire, créer votre espace personnel. Tout le monde peut le faire, c'est pas le souci, c'est même conseillé. Là où c'est important de le savoir, c'est que on ne reviendra pas, comment dire, votre salarié, il s'aperçoit, ou vous-même, vous vous apercevez que sur votre relevé de carrière, il y a des choses qui sont pas forcément justes. Il peut y avoir des salaires qui sont pas tout à fait corrects, ou carrément il peut y avoir des zones vides. Et puis pour vous, vous identifiez en disant non, moi là j'ai travaillé, ou là j'étais au chômage, ou là j'ai gardé mes enfants. Il faut qu'on régularise ma situation. Alors je vous rassure, on régularisera votre situation, mais on le fera pas tant que vous n'allez pas avoir 58 ans. L'objectif, si vous voulez, c'est d'assurer un service de qualité. C'est pas de prendre en compte toutes les demandes qui vont nous arriver. On va prendre vraiment les dossiers prioritaires pour justement garantir le passage à la retraite le plus rapidement possible et sans interruption de ressources. Donc c'est pour ça qu'on ne reviendra pas sur les relevés de carrière, d'accord, sur les régularisations de carrière avant 58 ans. Ça sert à rien qu'on vous dise de le faire et quelque part que vous n'ayez pas de réponse au bout d'un mois, 2 mois, ça va créer de l'attention plus qu'autre chose. Ça vous empêche pas d'anticiper et de quelque part de récolter les informations nécessaires à la régularisation de carrière au moment où ça sera possible. Voilà. J'en ai terminé, je vous remercie pour votre attention. J'ai pas fait attention s'il y avait des questions. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Julie qui a bien voulu prendre la main sur les questions éventuelles. Julie, est-ce que nous avons des questions? Alors, Julien, il y a une question de Madame Dourin. Est-ce que la CARSAT aide les employeurs à la mise en place, alors je pense que vous évoquez le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUER. Bien sûr. La CARSAT peut venir en Oui. aide aux employeurs sur ça. Oui, bien évidemment, on connaît la complexité ou la difficulté de compréhension de certains documents ou la lourdeur, même des fois administrative que cela peut représenter. Donc, bien évidemment, à partir du moment où déjà vous avez conscience qu'il faut mettre à jour et le tenir à jour ce document unique, bien évidemment, vous pouvez faire appel à nos services de prévention. On a même un outil à disposition, mais ça, à la limite, vous avez mes coordonnées, je vous les demander à Monsieur Bourne, il vous les communiquera. On a un outil, justement, qui vous aide à le remplir correctement et de façon assidue. Alors, je pense que Madame complète la question. Comment faut-il procéder? Quelle est la procédure? C'est contacter la CARSAT, en fait. Voilà, vous contactez la CARSAT. D'accord. Alors, une autre question. Comment est déterminé le taux de subvention de l'investissement? Alors, on va revenir sur la diapo de l'investissement. Hop là. Non, forcément, c'était dans l'autre sens, sinon c'est pas drôle. Hop. Désolé pour les crises d'épilepsie. Alors, juste en dessous, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. En gros, la subvention représente 25 à 70% du montant hors taxe de l'investissement réalisé. Alors là, on vous a mis un exemple, 25% de financement sur l'échafaudage et 70% sur la démarche de diagnostic. Voilà comment ça se passe. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en gros, voilà, c'est la hauteur de cette subvention, elle sera étudiée par rapport à votre demande, évidemment, par rapport à l'investissement que vous avez réalisé. Et en fonction de ça, ça représentera entre 25 et 70% du montant hors taxe de l'investissement réalisé, ce qui n'est quand même pas neutre. Il faut savoir aussi que nous avons, là, je vous ai présenté, je crois que c'est la diapositive juste d'après, les secteurs d'activité. Il faut savoir que là, cette année, on en développe d'autres sur d'autres secteurs d'activité qui feront sûrement l'objet, et là, je vois Monsieur Bande qui doit se tenir la tête, oh non, pas encore Julien, mais qui feront peut-être office de l'organisation d'un nouveau webinaire, à votre demande, s'il y a une demande, bien évidemment, justement pour vous présenter, entre guillemets, les nouveaux secteurs d'activité et les nouvelles subventions qui vous seront proposées. Alors, c'est pas une question, il y a une remarque. Dommage qu'on ne puisse pas faire les régularisations au plus tôt. Quand il manque des années, on doit nous garder nos feuilles de paie pendant 30 ans.
Oui, alors dommage, oui, une nouvelle fois, j'ai travaillé en régularisation de carrière, je peux en témoigner, c'est extrêmement frustrant d'envoyer un courrier à la CARSAT, en plus ça donne pas forcément une belle image des organismes, et de pas avoir de réponse. Si vous voulez, ça ne sert à rien. La situation déjà, elle est bon, elle est ce qu'elle est dans nos services. Hein. On est à jour dans nos dossiers retraite, c'est pas la question. Mais une nouvelle fois, c'est toujours cet objectif de qualité. On préfère répondre à des salariés qui sont proches de la retraite ou du moins qui vont pas tarder à l'être, d'accord, afin de fluidifier la chose. C'est vraiment ça qu'il faut essayer de comprendre. Quelque part, moi, je me mets à votre place aussi. Ça serait dommage que vous envoyiez tous vos documents et quelque part, par rapport à la masse qu'on pourrait recevoir et l'appel d'air que ça pourrait représenter d'ouvrir des régularisations de carrière possibles avant 60 ans ou même avant 58 ans et de pas pouvoir répondre à tout le monde ou quelque part même de donner lieu à une marge d'erreur plus importante. Il n'y a pas d'autres questions. Les questions qui ont été adressées à la CARSAT seront également reprises dans un document qui accompagnera le PowerPoint et vous aurez les réponses écrites du coup de Julien pour la partie CARSAT également. Merci Julie. Du coup, je vous redonne la main, Thierry. Hop. Parfait. Merci Julien pour l'appel et la conclusion. Merci vraiment de tout cœur à tous les participants qui ont été fidèles du début à la fin. C'est pas qu'on contrôle, mais on le voit. Merci beaucoup. J'espère que vous avez eu les réponses à vos questions. Voilà, la CCI est vraiment heureuse d'avoir ce partenariat avec la CARSAT et la CEPAM, puisque réellement, je pense que vous avez vraiment les réponses techniques à des questions qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Et souhaitons longue vie à ce partenariat. J'ose un peu si éventuellement vous avez des propositions de thèmes de réunion, de personnes, soit les collaborateurs des cabinets d'expertise comptable, et on voit qu'on en a qui ont été très actifs aujourd'hui sur les questions. N'hésitez pas à nous faire remonter ces questions pour que on puisse orienter toujours plus des thèmes de réunion. Voilà. Merci à vous. Oui, Julien. Oui, pardon. Ouais, vous avez très bien anticipé, Thierry. L'objectif, alors je parle peut-être pour ma partie, mais c'est valable aussi, je pense, pour les caisses primaires. Moi, j'ai fait une information généralisée, mais tout ça, ça peut être adapté par rapport aux demandes que vous pouvez faire remonter à Monsieur Bourne, hein, bien évidemment. Si vous avez des problématiques sur un sujet bien particulier, qu'il soit caisse primaire ou CARSAT, vous n'hésitez pas à le faire et on reconduira ce type de webinaire. En ce qui concerne les cabinets comptables, il va y avoir une action qui va être menée avec les caisses primaires sur le sujet justement pour vous donner un certain nombre de choses. Très bien. Merci encore tout le monde. Merci aux intervenants. Et puis écoutez, très bon week-end. Et puis on se dit à la prochaine visio. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir.